Donc je vais appeler maintenant Monsieur Yoram Mouchenik, auteur d'un ouvrage s'intitulant « Ce n'est qu'un nom sur une liste, mais c'est mon cimetière » en 2006. Ce titre provenant du témoignage d'Odile, à laquelle vous donnez à ce moment-là la parole et qui porte sur la question du trauma, du deuil et de la transmission chez les enfants cachés, dont vous êtes un spécialiste, on pourrait dire. Donc nous vous écoutons maintenant pendant une trentaine de minutes à peu près. C'est à vous. Très bien, merci de votre accueil. C'est toujours très émouvant d'être dans les lieux du sauvetage et je dirais dans ce lieu-là tout à fait exceptionnel. Donc mon intervention sur les enfants cachés pendant l'occupation porte sur un cheminement contemporain avec les ex-enfants cachés de l'association pour la mémoire du Convoi 6 qui s'appelle dorénavant Mémoire du Convoi 6 et des camps du Loiret. Et je pourrais expliquer pour quelles raisons. Alors, je dois dire que pour moi se pose toujours la question de la légitimité. Qui suis-je pour venir parler de cette période et du vécu des enfants cachés? En plus, d'ailleurs, après Marion Feldman et avant Boris Cyrulnik, donc vous voyez, je suis bien entouré. Alors, je parlerai souvent des difficultés des enfants cachés et peut-être insuffisamment de la résilience dont Boris va parler et dont certains d'entre vous, qui sont des ex-enfants cachés, ont peut-être partagé. Alors, je vais surtout reprendre ce cheminement contemporain avec l'association, surtout les paroles des participants et finalement ma participation au sein d'un groupe, une association que je pourrais qualifier d'autothérapeutique, même si, bien sûr, cette notion a des limites. Donc, le Convoi 6 comporte 900 personnes, surtout des hommes, une minorité de femmes et les premiers enfants déportés de France. Donc, ce convoi est parti de Pithiviers en juillet 1942. Il reste de rares survivants à la libération. Alors, la figuration de la déportation par numéro de convoi est bien sûr, entre autres, due au travail de Serge Klarsfeld. Et il m'a semblé finalement qu'on avait une espèce de paradigme où cette numération devenait, une représentation de cette déportation des Juifs de France. Donc, bien sûr, le livre de Serge Klarsfeld est un choc, une véritable révélation pour ceux qui, pour la première fois, vont trouver ce nom, un simple nom sur une liste, mais comme vous le disiez, c'est effectivement pour certains très très important, cette première inscription quelque part et qui, me semble-t-il, participe peut-être à une première étape du travail de deuil. Alors ce groupe, donc finalement je vais le rencontrer grâce à Henri, on va en parler un petit peu plus tard, qui va essayer de fédérer un groupe d'enfants par rapport, je dirais, au convoi de déportation de ses parents, sachant que ce groupe ne s'est pas réuni en fonction de cette expérience d'enfants cachés, mais au nom de leurs parents déportés par le même convoi en juillet 1942. Donc c'est au nom de cette communauté de destin, de leurs parents déportés dans le même convoi, souvent après une longue période d'internement dans les camps du Loiret, qui leur confère comme un lien de parenté, comme une fraternité quasi biologique. Alors, essayez d'appréhender de plus en plus précisément, je vois que, excusez-moi, d'accord, pour essayer d'appréhender de plus en plus précisément ce que fut la vie de leurs parents, aussi bien pendant l'occupation, après, pour ceux qui ont survécu, mais aussi éventuellement avant, pour les jeunes enfants, cette vie d'avant étant bien sûr tout à fait inconnue. Alors je me suis demandé un petit peu qu'est-ce qui se jouait là, dans cette réunion, dans ce groupe, dans cette constitution de l'association, avec des démarches contemporaines sur des traumas
et la disparition, souvent 60 ou 80 ans après, avec le sentiment que se remettait en route une possibilité d'élaboration, et je dis toujours peut-être, des deuils, des pertes et des traumatismes. Toujours avec une certaine prudence. Qu'est-ce que je peux savoir un petit peu de ce vécu? Donc je vais proposer la présentation de quelques récits de vie qui bien sûr ne reflètent pas la totalité des expériences et des situations. Donc j'ai pu suivre à partir de 2002 les multiples activités de l'association, réunions, assemblées générales, voyages, commémorations en province, à Paris, en Pologne, expositions dans différentes mairies de Paris et aussi, souvent le plus riche, des moments informels. Alors, après plusieurs années au sein de l'association, j'ai effectué des entretiens avec plusieurs d'entre eux que j'avais sollicités, dont finalement est issu le livre dont vous avez parlé, qui a été préfacé d'ailleurs par Boris Cyrulnik et Marie-Rose Moreau. Donc, ces gens avaient accepté ma présence et aussi mon projet potentiel sur l'association et le processus qui se mettait en marche. Alors, ces illustrations sont forcément incomplètes, succinctes, mais elles tenteront de décrire le cheminement de 3 personnes de l'association. Et il faut préciser que ma présence, presque constante, aux différentes activités de l'association, avait installé une confiance et une forme de loyauté, car vous savez, il est difficile de rentrer dans ces groupes pour différentes raisons, dont on pourra éventuellement parler. Donc, je vais d'abord aborder brièvement des aspects plus généraux, dont il a déjà été question. Donc, comme vous le savez, la catégorie des enfants cachés a longtemps été méconnue, négligée, aussi bien par la société, les historiens, les familles, les professionnels de la psychologie, mais les ex-enfants cachés, bien sûr, aussi. Donc, vous le savez encore autant que moi, 1,5 million d'enfants juifs vont être assassinés pendant la Shoah, auxquels il faut ajouter les enfants roms et certainement bien d'autres. Ceux qui survivront le devront le plus souvent aux efforts désespérés de leurs parents et d'associations de résistance pour les soustraire au génocide et les cacher. Quelquefois avec la famille, mais le plus souvent séparés de leurs parents, dans des familles d'accueil, des institutions religieuses, des orphelinats, des maisons d'enfants, ou bien comme enfants fugitifs errant dans les forêts d'Europe de l'Est, comme Aaron Appelfeld, dont Marion aussi sur laquelle il a travaillé. Alors, pour la majorité et très difficilement pour les plus jeunes, il faudra du jour au lendemain changer d'identité, mentir sur l'histoire familiale, la religion, la langue, la filiation. Et ces enfants cachés étaient constamment en danger d'être dénoncés, arrêtés, déportés. Alors, selon un auteur qui s'appelle Dvork, au moins 200 000 enfants juifs ont été cachés en Europe à un moment ou à un autre pendant la Seconde Guerre mondiale. En France, c'est environ 60 000 enfants, dont plus de 11 000 seront déportés et assassinés. Donc ces personnes survivantes deviennent des personnes âgées et seront bientôt la dernière génération de témoins et de victimes du génocide. Sachant qu'effectivement, leur vie d'enfant caché fait partie un petit peu de cet événement. Alors contrairement à ce qui a été dit, aux survivants adultes, les enfants cachés devenus adultes ne vont pas se rassembler, mais au contraire rester invisibles pendant des dizaines d'années. La première réunion dont il a été question se tient à New York en 1991, mais qui apparaît comme une première authentification de leur existence et de leur parcours spécifique. Donc à partir de là, il va y avoir beaucoup de constitutions, d'associations d'enfants cachés dans différents pays. Alors, revenons à la constitution de l'association. Donc, Henri est à l'initiative des premières démarches qui vont permettre la constitution de ce groupe qui deviendra une association, sachant que la construction sociale, groupale dans la réalité, n'est pas sans effet sur les vécus subjectifs et leur transformation. Donc, le bureau de l'association va initier des réunions régulières de concertation, d'information, des assemblées générales, etc.,
qui sont l'occasion, d'une part, d'interventions de témoins et d'historiens apparentés aux déportés du convoi 6, et d'autre part, de moments informels de constitution de réseaux d'interconnaissance et de solidarité dans le groupe des pairs. Les contacts sociaux et amicaux qui se mettent en place font véritablement office de soutien psychologique mutuel, non professionnel, et permettent aux personnes les plus en difficulté de bénéficier d'interlocuteurs particulièrement empathiques. Donc il est ici question d'un groupe de personnes qui se sont le plus souvent passées d'aide psychologique qui n'existait pas ou très peu après-guerre pour les enfants, mais aussi devenus adultes avec pour certains tout de même le recours à la psychiatrie et aux antidépresseurs pour des troubles qu'on peut qualifier de post-traumatiques, les cauchemars de répétition, l'hypervigilance, les troubles du caractère, les difficultés relationnelles, de la dépressivité, souvent masquée, des amnésies sélectives, des troubles du sommeil. C'est bien sûr pas généralisable à l'ensemble des enfants cachés. Dès la première réunion constitutive de l'association, il m'a semblé qu'au travers de ces démarches contemporaines, en reconstruisant et en honorant la mémoire de leurs parents disparus, les participants tentaient de remettre en marche une possibilité d'élaboration de leur vécu infantile, des traumas, des deuils et des séparations. Alors j'ai été particulièrement frappé par la dynamique qui poussait le groupe à se réunir, à s'affilier pour une entreprise à la fois collective et individuelle de réappropriation du passé et du présent, proche de ce que la psychanalyste Micheline Henriquez appelle une remémoration partagée et communiquée. Alors très rapidement, les premières personnes qui se retrouvent pour créer l'association vont avoir plusieurs projets. Retrouver un maximum d'enfants de déportés de ce même convoi, de personnes apparentées, dispersées le plus souvent à travers le monde et pas seulement en France. Développer la recherche d'informations historiques sur le convoi. Certaines personnes d'ailleurs devenant de véritables spécialistes des archives. Rassembler donc un maximum d'archives personnelles et publiques concernant les déportés du convoi. Essayer d'appréhender aussi ce que fut l'existence quotidienne avant la guerre, mais aussi à partir de leur arrestation. Retrouver ces témoins directs quand ils existent, donc quelques survivants du convoi 6 quand ils étaient encore en vie, et produire un livre sur les déportés du convoi 6, comprenant aussi cette partie du vécu des parents déportés avant-guerre. Alors à cela va s'ajouter une importante activité mémorielle dans l'espace public, une exposition itinérante fabriquée à partir des archives, des documents des adhérents de l'association, principalement exposés dans les mairies parisiennes, mais aussi dans les mairies et dans différents lieux dans le Loiret. Une activité de témoignage dans les écoles que les adhérents qui s'y refusaient jusque-là vont intervenir à partir de leur appartenance à l'association du Convoi 6. Alors revenons au parcours de 3 participants. Donc Henri, né de parents polonais, Henri, né de parents polonais, est arrêté à 5 ans à Paris en 1942 avec sa mère et son frère et conduit à Drancy. Le père avait été arrêté en mai 1941, le billet vert, et transféré dans le camp d'internement du Loiret à Pithiviers. Ses parents et son frère sont morts en déportation. Il nous dit qu'il n'a aucun souvenir de cette époque. C'est un homme, maintenant à la retraite, qui passe beaucoup de temps à reconstruire une mémoire absente. Il n'a plus le souvenir du visage de ses parents. Ses recherches dans les archives, à la fin des années 90, lui apprendront son passage à Drancy et dans un hôpital parisien et également ensuite dans une pouponnière. En 1999, il fait publier une annonce dans le bulletin des enfants cachés pour rechercher des descendants, des déportés, des différents convois qui ont successivement emmené son père, sa mère, son frère et sa mère. Seule une femme lui répond à propos du convoi 6, où partit le père d'Henri et le père de cette femme qui lui est revenu de déportation et décédé quelques années plus tard. Selon Henri, cette première rencontre lui fait un bien énorme. Cette femme, qui avait écouté les récits de son père, pouvait lui parler du convoi 6.
Comme tous ceux qui cherchent, dit-il, il voulait rencontrer quelqu'un qui puisse lui parler en rapport avec son père. Pour Henri, ce qu'il nomme un réveil progressif a commencé dans les années 97. Il est retraité en 97 et commence à fréquenter de plus en plus assidûment les archives de province, celles du mémorial de la Shoah et d'autres quand il en a l'occasion. De Drancy, Henri dit que sa vie est organisée autour de l'oubli. Il reconstruit un récit à partir des archives, des papiers personnels qu'il a retrouvés et de ce qu'ont pu lui dire les quelques personnes survivantes de sa famille. Son père était ailleurs, à domicile, arrivé de Pologne en 1933. Le yiddish doit être ma langue maternelle, dit-il, car je le parle couramment. De Drancy, Henri serait passé dans un hôpital pour une maladie contagieuse et ensuite en pouponnière à Neuilly. L'une de ses tantes vient retirer Henri de la pouponnière et ne le ramènera pas. Toutes ces circonstances ne sont pas claires pour Henri et effectivement dans ce qu'il me communique. Elle l'envoie ensuite dans une famille de paysans pour le cacher jusqu'à la libération. Après-guerre, Henri n'est pas accueilli en permanence dans la famille qui lui reste. Il est le plus souvent pris en charge dans des maisons d'enfants jusqu'à l'âge de 13 ans où il va commencer un apprentissage et à travailler. Ni dans la famille, ni dans les maisons d'enfants, la mort de ses parents n'est directement parlée, mais il sait, dit-il. Donc Henri est à l'initiative des premières démarches qui permettront la constitution de l'association. Avec le groupe, dit-il, j'ai retrouvé une famille, un groupe avec lequel j'avais quelque chose à partager. Donc Henri évoque un cheminement progressif, d'abord pendant plusieurs années ne rien savoir, et à partir des années 90, un de ses cousins, déporté, l'engage à visiter Auschwitz. Ce qu'il fait en 95, avec une certaine réticence, quand ce cousin lui force la main en lui apportant le billet d'avion. En 97, il le retourne avec sa petite fille de 17 ans, et en 2002, il parvient à convaincre ses fils de faire le voyage avec lui. Ils font ce voyage dans un train commémoratif qui emprunte l'itinéraire de l'époque de la déportation. Avec beaucoup d'émotion, Henri me dit qu'il n'a jamais pu parler de la guerre et de la déportation avec ses enfants, ce dont on peut douter en fonction de ses voyages avec eux. Henri décrit plusieurs étapes dans son itinéraire à partir de ce qu'il appelle son réveil. D'une part, cette recherche frénétique de documents, de contacts pour étayer sa vie d'enfant et sortir de l'amnésie, et la recherche de représentation de l'existence de son père dans les camps d'internement et en déportation, quand il peut avoir quelques éléments. Mais il différencie les multiples associations de la mémoire de celles du Convoi 6, qui rassemblent un groupe plus restreint, porteur d'une intimité et d'une identité commune à travers le départ de leurs parents dans un même convoi, et le plus souvent à partir du même séjour dans le même camp d'internement du Loiret. Comme tous mes autres interlocuteurs, il revient sur la conception de l'association du Convoi 6 comme la représentation d'une enveloppe familiale commune que l'on pourrait traduire ainsi. Nos parents qui sont partis ensemble, qui ont partagé ce même convoi, font de nous une fratrie. Leur communauté de destin nous assemble et nous rassemble et nous permet d'engager et d'affronter ensemble ce que l'on pourrait appeler le travail de deuil, avec ses formes sublimées de la recherche d'archives, de l'appétit d'information, de l'observance et de la création de commémorations et même de nouveaux rituels. Pour Henri, qui se décrit sans mémoire, c'est d'abord, concernant son père, lui faire réintégrer psychiquement une place de père, son père. Un second temps, qui passe par un premier voyage à Auschwitz et les processus de commémoration en France, est comme une tentative de construire un socle plus solide que l'on pourrait dire de transformer les fantômes en morts. Et je pense que c'est une expression qu'on doit à un auteur dont j'ignore le nom. Dans une direction descendante, Henri voudrait, sans y parvenir, pour le moment, nous dit-il, parler de la déportation, de la mort de ses parents, de sa vie d'enfant à ses propres enfants devenus adultes. Mais ces tentatives lui semblent impossibles. C'est souvent des propos de mes interlocuteurs, alors qu'en réalité, certainement, ils en ont beaucoup parlé, mais avec le sentiment de ne l'avoir jamais fait. Martine est une femme née au début de la guerre,
qui n'a pas connu son père, mort en déportation. Cachée pendant l'occupation, la maman et la fratrie dont elle est la cadette ont survécu. Elle est contactée par les premières personnes qui cherchent à fédérer les enfants de déportés du convoi 6. Ses parents sont arrivés de Pologne à la fin des années 20. Elle ne sait que très peu de choses sur son père. Elle décrit un mère et une famille très malade et les hôpitaux psychiatriques comme la seconde demeure de la famille, avec de multiples hospitalisations de sa mère, d'une de ses sœurs et aussi d'elle-même. Tant que maman était de ce monde, dit-elle, de sa mère décédée dans les années 90, on ne pouvait pas parler. Elle ne voulait pas. Elle était tellement malade que notre souci, c'était plutôt le présent que le passé. De toute façon, on ne savait rien. C'était trop douloureux pour notre mère. Elle se mettait à pleurer, c'était terrible. On savait qu'il ne fallait pas qu'on parle de cela. C'était la douleur. On avait des questions, mais personne n'avait de réponse. Dans la fratrie, on ne parlait de rien, surtout pas de cela. Maman a fait des dépressions. Enfant, j'allais à Maison Blanche lui rendre visite. Quand ça allait un peu mieux, on était tellement contents, on savait qu'il fallait éviter, on n'en parlait pas. Il y avait très peu de vieilles photos à la maison, nous dit-elle. On connaissait quand même le visage de notre père, dit-elle, un visage jeune, très jeune. De toute façon, il est mort jeune. Ma mère a perdu sa mère, qu'elle adorait, et son mari qu'elle adorait. Elle ne s'est jamais remariée. Après, elle a été malade toute sa vie. Elle sortait convalescente et elle replongeait. Elle disait que notre père était un type extraordinaire, qu'elle l'aimait, c'était tout. Les parents et les grands-parents de Martine n'avaient pas de pratique religieuse, mais ponctuaient par un repas de famille les grandes fêtes du calendrier juif. La Shoah accentue la laïcité de la famille. Pour Martine, il reste surtout la langue, le yiddish, langue qu'elle parlait avec sa mère, qui n'était pratiquement pas francophone. À partir du décès de sa mère, Martine commence un itinéraire de recherche au sujet de son père. J'avais été au bout de ma rencontre avec ma mère, dit-elle. Je n'avais pas fait au bout de ma route avec ma mère, je n'avais pas fait celle de mon père. Il était peut-être temps. C'est vrai, je n'ai rien fait pour mon père. Qu'est-ce que j'aurais pu faire jusque-là? Il fallait s'occuper de ma mère. Elle a la perception du refus de sa mère de concevoir la mort de son père, dit-elle. Elle ne voulait pas qu'on en parle. Elle ne voulait pas accepter sa mort. Elle en parlait comme si elle l'avait vu la veille. À travers les archives, Martine recompose le personnage de son père. Elle apprend qu'il s'était engagé dans les forces françaises, qu'il s'était évadé d'un premier camp d'internement avant d'être repris et finalement déporté et assassiné à Auschwitz. Donc cette modification dans son esprit de l'image de son père, avec son engagement et son évasion, sont tout à fait importantes. Alors elle conçoit ces traumas d'enfance comme une maladie contagieuse. Elle dit « On a beaucoup de problèmes, vous savez, on est très abîmés. Pendant longtemps, j'ai eu peur que mes enfants soient abîmés aussi. Maintenant qu'ils ont 32 ans et 40 ans, je pense que ça y est, j'avais peur de leur transmettre. » Comme pour les autres participants, l'association lui donne un sentiment de proximité avec non seulement l'identité de destin des parents, mais aussi l'identité commune des enfants, des parents déportés. Martine, comme plusieurs de mes interlocuteurs, se pose la question d'un voyage à Auschwitz dont elle ne s'est jamais sentie capable. L'image partagée de communauté familiale avec les enfants de déportés du convoi 6 lui permet d'envisager ce voyage avec l'association. Au-delà de la représentation d'une fratrie bienveillante avec les participants de l'association du convoi 6, les liens qui se nouent de façon formelle et informelle étayent une construction relationnelle. Le groupe sert alors de point d'appui aux participants, dont les voyages de commémoration dans le Loiret et pour certains en groupe à Auschwitz avec l'association paraissent un temps particulièrement fort, délicat, douloureux, mais comme prometteur d'une pacification psychique. Martine ne s'est pas mariée avec un conjoint juif. Elle ne se propose pas de transmettre une religion à ses enfants et se décrit profondément athée et laïque, mais avec un conjoint qui perçoit son passé, ses douleurs et soutient ses démarches. Ce conjoint n'est pas juif. Elle est à l'affût de l'intérêt et de la curiosité de ses enfants, dont elle attend les questions sans souhaiter les susciter. Marc, un autre participant, est né la première année de la guerre
après l'arrestation et l'internement de son père dans le Loiret, aussi avec le billet vert en 1941, d'où il partira en déportation et ne reviendra pas. Son père a émigré de Pologne en 1930. Marc a un frère de 5 ans plus âgé. C'est un retraité qui, comme beaucoup de mes interlocuteurs, a eu une vie professionnelle satisfaisante. Dans les interventions, en réunion, comme dans nos entretiens, il se présente souvent comme un adulte réfléchi, mais envahi par l'enfant souffrant et désemparé qu'il a été. Dans l'enveloppe groupale de l'association du Convoi 6, il condense des affects, une élaboration et une narration où son histoire lui deviendrait plus lisible et transmissible, tout en exprimant des aspects chaotiques. Je suis né en 1941, dit-il, et je n'ai pas connu mon père. Après son arrestation, il a bénéficié, à partir d'un camp de Pithiviers, d'un droit de visite à Paris, comme ça s'est fait pendant une période très courte. Et quelquefois, la famille incitait justement, souvent, le père, des hommes à ne pas retourner, mais il ne voulait pas le faire, je dirais par loyauté pour ceux qui étaient restés, et par le fait qu'il sentait que la famille serait à ce moment-là très menacée. Donc il a eu une permission pour ma naissance. C'est quand même dramatique. Lui m'a connu et moi je ne l'ai pas connu. Pendant l'occupation, après l'arrestation du père, la maman cache les 2 enfants chez des fermiers en province, tout en continuant à travailler à Paris sous une fausse identité. Marc a peu de souvenirs de ce séjour. Les 2 frères avaient aussi une fausse identité et allaient à l'église. Pendant l'occupation, la maman parvient à leur rendre visite à plusieurs reprises et les récupère à la Libération. Elle se remarie ensuite avec un ancien déporté. Les relations de Marc avec son beau-père sont très mauvaises et il est souvent placé en maison d'enfants. Il se souvient de son énurésie, de son bégaiement et de ses cauchemars. Je me posais des questions, dit-il. J'attendais encore que mon père revienne, qu'un jour il vienne me chercher. Ce n'était pas possible que je sois délaissé, tout seul. Ma mère me prenait peu. Je ne pouvais plus mettre les pieds à la maison. Marc fit aussi le constat de l'impossibilité pour son frère aîné de lui parler de son père, comme de la solitude des enfants cachés et orphelins, et du silence des adultes incapables de les accompagner psychologiquement. Personne ne nous a psychanalysés après cette guerre, dit-il. Personne ne nous a aidés à supporter les conséquences de cette guerre. Mon frère aîné a connu mon père, mais il ne m'a jamais rien dit. Ma mère ne m'a pratiquement rien dit. Personne ne m'a jamais rien dit. Pour Marc, l'association du Convoi 6 possède des caractéristiques spécifiques et une proximité affective considérable. J'ai réfléchi, dit-il. Les gens de ce convoi, c'est pratiquement une partie de ma famille, car ils sont morts ensemble, c'est plus fort qu'autre chose. Pour moi, c'est trop, tous les convois. Je me contente de ce convoi, et tous ceux qui sont là maintenant, vous êtes très proches de moi. La représentation de la communauté des parents déportés est transposable sur la génération de leurs enfants survivants. D'autant plus qu'ils font preuve pendant les réunions et les contacts informels d'une grande capacité d'écoute et d'empathie. Cette bienveillance inconditionnelle des participants est associée à un sentiment de sécurité affective et de relations idéalisées. J'ai été frappé, dit Marc, de la façon dont les gens se regardent. Tous les gens se regardent avec beaucoup d'amour dans les yeux et je pense que les gens s'aiment sans se connaître. Marc décrit la première réunion de l'association à laquelle il a participé comme un déclencheur qui bouleverse son rapport à la déportation de son père et à la Shoah. J'ai vu, j'ai lu, dit-il, mais c'était comme de l'extérieur. Je ne me sentais pas du tout impliqué. Maintenant, je me sens partie prenante. Je sens que j'ai besoin d'aller plus loin dans cette démarche. Auparavant, j'ai fait partie de mouvements de jeunesse juifs communistes. Ils n'ont rien à voir avec ce genre de choses. On parlait surtout de l'Alia, l'immigration en Israël, mais pas de la Shoah, où bizarrement, on en parlait comme quelque chose d'un peu honteux. Parmi les projets de l'association, Marc soutient particulièrement celui d'un livre sur le Convoi 6. La demande faite par l'association aux enfants survivants d'écrire pour un livre mémorial provoque la nécessité de construire un récit avec sa mise en forme narrative. Marc décrit cette rédaction
comme douloureuse et difficile, mais aussi comme une thérapie, nous dit-il. L'écrit est une des premières occasions pour les deux frères pour communiquer entre eux sur cette époque, de même que sa transmission et sa lecture par leurs enfants adultes suscitent une possibilité de dialogue, à défaut de n'avoir jamais pu en parler directement. Alors, en complément de Henri, Martine et Marc, nous pourrons évoquer d'autres aspects, comme par exemple les réinscriptions dans l'espace public, tels que le mur de nom au mémorial de la Shoah à Paris, avec ses effets. Pour Adrienne, au sujet de l'inscription du nom de ses parents sur le mur des noms, elle nous dit « Cela m'a fait de la peine, car je me suis dit, il n'y a rien, ce sont des noms, sur un mur et point final. Mais cela fait quelque part une finalité à ma mission. Je ne sais pas pourquoi je dis mission. Peut-être parce que c'est moi qui s'est toujours occupé de tout. Alors je me dis, leurs noms sont marqués là, dans la ville où je vis. Mon fils est là. Le mémorial a été pour moi un bienfait. Vous ne pouvez pas savoir. Pour certains, c'est aussi le voyage à Auschwitz, ceux qui ont pu le faire. Ernest nous dit, je n'ai jamais pris mon deuil dans la mesure où quand je me suis marié, les premières années, dans mon sommeil, je commençais à crier. Je cherchais mon père et il n'était pas là. Où j'étais fâché avec lui, dans des cauchemars terribles où je me mettais à hurler. Ma femme me calmait. Je suis allé à Auschwitz et c'est à ce moment-là que j'ai fait mon deuil. Quand je suis revenu, je n'ai plus eu de cauchemar, c'était fini. Le cheminement de ma pensée s'est fait du jour au lendemain. Quand j'ai retrouvé le lieu, je connaissais les conditions, j'avais retrouvé, à plusieurs dizaines après, mon équilibre par rapport à mon père, j'en ai fait le deuil, c'était fini, et ensuite, toute ma vie, je me suis intéressé au judaïsme. Bien sûr, on ne peut pas généraliser un petit peu les effets de ce voyage sur Ernest et d'autres personnes. Sans omettre, entre autres, certains aspects relationnels particulièrement difficiles, comme des relations très difficiles avec des parents pour ceux qui sont revenus de déportation. Michel nous dit « Les parents étaient rentrés dans un tel état que l'on avait de très mauvaises relations. Ce sont des gens qui venaient d'un autre monde. Nous avions l'image d'un père très différent de ces messieurs qui arrivaient avec des yeux qui sortaient de la tête et qui, quand vous ne vouliez pas manger quelque chose, hurlaient. Mes relations d'enfant étaient très difficiles, dit-elle. J'avais une toute petite photo de mon père, celle d'un monsieur très doux, posé, puisque je me souvenais de lui avant son arrestation. Et là, il s'énervait pour la moindre chose. Le caractère de son père s'est totalement modifié avec l'expérience concentrationnaire. Michel me dit, pour mon père, revenu de déportation, si on avait été caché, on avait été tellement épargné que l'on ne pouvait pas comprendre son vécu. Les déportés n'ont jamais essayé de nous comprendre, dit-elle. Pour eux, nous étions les favorisés, les planqués de la guerre. Monsieur Mouchenik, il vous reste 2 minutes. 2 minutes. Vous avez la parole, j'ai le temps. D'accord. Comme beaucoup d'enfants de déportés du Congrès 6, Henri, Martine et Marc font partie de la première génération née en France de familles émigrées de Pologne. Avec la mort de leurs parents, en déportation ou en France pour les rares survivants, ils se trouvent désormais comme à la tête d'une lignée à qui ils ne pourraient transmettre ni une langue d'origine, ni les éléments culturels ou religieux, ni le souvenir de leurs parents. Ils ont souvent évité de n'avoir à transmettre que des récits de malheur à leurs enfants, ce qui, associé à la souffrance, a favorisé le silence. À travers le groupe des pères de l'association du Convoi 6, dans la proximité des participants, se met ou se remet en route un travail psychique de figuration, d'élaboration, de rites de deuil et de possibles transmissions, non plus de traumas répétés, mais d'une expérience qui, aussi douloureuse ou chaotique soit-elle, devient communicable. L'association est pacificatrice, elle se présente comme une enveloppe groupale, contenante, bienveillante, qui permettrait une élaboration tant de la libération des parents, de la disparition des parents, excusez du lapsus, que d'autres vécus traumatiques. Les processus complexes mis en œuvre par l'association et les individus, la créativité, les publications, les expositions, les voyages, les rituels de commémoration, etc., plutôt qu'à figer les ex-enfants cachés en un dernier maillon d'une chaîne interrompue, les transforment en passeurs de mémoire et d'histoire pour certains d'entre eux. Voilà, je vous remercie.
Alors, j'ai une première question sur votre travail. On est parti de l'enfant exposé. Il m'a semblé que vous êtes revenu souvent sur ce qu'on pourrait appeler l'enfant vulnérable, voire vulnérabilisé. Et vous travaillez en psychologie clinique interculturelle. Vous avez donc travaillé sur la Nouvelle-Calédonie, je crois. Oui, sur la Nouvelle-Calédonie par rapport à la population kanak et la famille, mais beaucoup sur un travail clinique avec les migrants, avec les réfugiés, dans des consultations qu'on appelle transculturelles, c'est-à-dire pour les personnes immigrées qui parlent ou ne parlent pas français, la présence d'un traducteur qui sert aussi de passeur par rapport à ces familles dans le travail, je dirais, clinique, thérapeutique avec elles. Et alors, en quoi ce pas de côté, si on peut l'appeler comme ça, vers d'autres cultures justement et d'autres situations que celles dont vous nous avez parlé pendant votre exposé, vous ont aidé à comprendre justement ce qui pouvait se jouer au travers de la formation, par exemple, de cette association? Oui, je crois que c'est assez particulièrement important. C'est vrai que cette clinique, si je pense aux migrants très exposés, maltraités, en recherche, je dirais, de statut de réfugiés, je dirais cette expérience avec le groupe est assez importante. Et c'est vrai qu'on a plutôt des formes de conversation et qui vont avoir ces aspects thérapeutiques, mais je dirais pas dans un caractère très frontal. Et je pense que ça, c'est un petit peu la différence entre le travail thérapeutique duel, individuel, et le travail avec un groupe où on fonctionne aussi avec des co-thérapeutes, dans la diversité aussi des origines, des langues et des expériences. Voilà. Donc les co-thérapeutes sont aussi assez importantes dans ces dispositifs de clinique transculturelle. Alors, une question vient de m'être donnée, je vous la lis, elle est longue. Dans toutes les passionnantes présentations de ce matin, on parle d'enfants cachés, sans faire au niveau du trauma la différence entre enfants cachés en famille et enfants cachés orphelins. Les deux groupes ne sont-ils pas différents? Donc, question qui s'adresse à nos deux intervenants. Enfants cachés, répétez-moi. Alors, enfants cachés en famille et enfants cachés orphelins. Oui, enfin, dans leur famille, vous voulez dire. Je ne sais pas ce que la personne qui a transmis la question veut dire exactement. Ça me rappelle finalement un moment qu'on avait fait au Mémorial de la Shoah à Paris avec la présence de Boris Cyrulnik. Et la question d'un ex-enfant caché était celle-là. Quelle différence entre ceux qui ont retrouvé leur famille et puis ceux qui étaient orphelins? Je crois qu'il faut différencier aussi ceux qui ont retrouvé des membres de la famille élargie et qui ont souvent eu beaucoup de difficultés. Et ceux-là, comme c'était dit aussi par Marion, finalement ont été ballottés avec des relations très difficiles. Pour les autres orphelins, par rapport à ceux qui ont retrouvé un membre de la famille, père ou mère, c'est vrai que la réponse de Boris, et peut-être celle que je partage, c'est que pour ceux qui sont orphelins, c'était quand même plus difficile. Marion Feldman, vous voulez répondre aussi? La question, c'était peut-être les enfants qui étaient cachés séparés de leurs parents ou les enfants cachés avec leurs parents. Avec leurs parents. Ouais. Je sais pas. Mais souvent, dans les situations que j'ai rencontrées, les enfants cachés avec leurs parents étaient dans des situations parfois plus difficiles. Parce que, en fait, la fonction des parents était destituée. Donc, ils voyaient leurs parents humiliés. Pendant le temps de la clandestinité, en quelque sorte. Dans la clandestinité, oui. L'autre chose, il y a un livre qui a été écrit sur tout le monde n'a pas eu la chance d'être orphelin. Et dans un certain nombre de cas, les enfants, c'est très dur de dire ça, très dur. C'est Marianne Rubinstein. Voilà, les enfants, en tout cas ceux que j'ai rencontrés aussi, les enfants qui ont été orphelins et recueillis dans des maisons d'enfants, dans un espace contenant, se sont parfois construits de façon plus sécurisée que des enfants qui ont retrouvé des parents complètement métamorphosés par la situation, parce qu'ils avaient vécu pendant le choix. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors une nouvelle question. Ce besoin de partager avec des victimes du même vécu
ici le même convoi pour élaborer. Viendrait-il de la peur de ne pas être cru et entendu? Alors, je veux dire, la Shoah est suffisamment reconnue dans l'espace public, hein, même s'il y a le négationnisme. Et donc, je crois que c'est plutôt ce qui apparaît comme ce qu'ils ont en commun. Hein, ce qu'ils ont en commun. Et c'est vrai que ces groupes-là sont assez fermés. Hein, et c'est... Je ne sais pas si je réponds à la question, mais il a fallu aussi, moi, que je me présente, hein, qui je suis, pour venir dans un groupe en n'étant pas partie prenante du convoi 6. Hein. Et c'est vrai que ce que j'ai dit et ce que je pense, c'est par rapport donc à quelqu'un de ma famille qui est parti par le convoi 57. Et je leur ai dit, mais vous savez, le convoi 57, il n'y aura pas d'association. Donc si vous m'acceptez, je voudrais finalement être dans cette association où j'ai été finalement un adhérent, peut-être un peu chercheur par la suite, mais un adhérent qui a, je dirais, partagé les temps avec cette association. C'est peut-être ce qui a permis que par la suite je puisse faire ce travail avec eux, mais quelque part, sans être soignant ni psychologue, alors ça m'a servi dans ce travail, mais je crois que c'était très important parce qu'ils n'avaient pas une demande de ce côté-là, hein, je crois que ça différencie aussi un petit peu des consultations, mais c'était très important. Après, j'avais ma propre formation, hein, et mon regard. Donc, j'ai une nouvelle question. Existe-t-il des associations réunissant des petits-enfants de victimes de la Shoah? Moi, je pense que c'est en train de se construire. Hein, je ne les connais pas précisément, mais je crois que ça se construit. La personne donc, qui pose la question précisant le sentiment de solitude est présent pour les secondes et troisième générations de Shoah. Cette question. Vous en connaissez des associations? Il y a eu des tentatives de construction de groupes d'enfants cachés, mais ça n'a pas tenu. Et des petits-enfants. Donc c'est plutôt des tentatives, je crois. Mais elles vont peut-être aboutir. Hein. On verra bien. Bien. Y a-t-il une question dans la salle? Oui, monsieur. Donc, je vous invite à venir au micro. Bonjour, merci pour cette invitation à venir témoigner. Donc moi je me suis senti un peu interpellé dans la dernière réponse et questions. Voilà, moi, je suis venu avec ma cousine Sabine, mon père et mon oncle sont passés ici assez brièvement. Je suis adhérent de cette association depuis à peu près 97, le fait que j'habite dans la région lyonnaise, enfin peut-être même après, parce que j'ai plus en mémoire la création de cette entité. J'allais dire l'association dans laquelle moi je peux me retrouver. Puis tout à l'heure, j'ai eu un peu les larmes aux yeux en parlant des miraculés, etc. Et, je dirais que c'est cette association-là. J'imagine pas. Enfin, déjà, je trouve miraculeux que des gens puissent se retrouver à partir d'un convoi. Je ne sais pas comment c'est possible. À l'époque où il n'y avait pas Internet, comment c'est possible. Aujourd'hui, je veux dire, ce besoin ou cette douleur, voilà, ou le besoin de témoigner de d'autres gens, c'est dans cette association-là. Même si je n'ai pas été très actif, mais je viens assez fréquemment avec les gens de ma famille. Est-ce qu'il aurait pu y avoir une suite? Est-ce qu'il faut s'engager dans le conseil d'administration? Est-ce que je sais que dans les survivants de cette association, il y a des enfants de ces gens-là qui sont impliqués aussi dans l'association? Je ne sais pas. Enfin voilà, donc je n'ai pas une question vraiment. Hein. Si, en fait, j'avais une question tout à l'heure, je me disais, vous avez donné le chiffre des enfants survivants. Enfin, des enfants cachés, pardon. Donc à peu près 50 000 survivants. Non, 60 000 enfants cachés, 11 000 et un petit peu plus qui ont été déportés et assassinés. Donc 50 000 en France. Donc à peu près 50 000 qui ont pu survivre. Et est-ce qu'on a une idée de combien ont été identifiés et se sont manifestés de cette manière-là? Bon, ça, je ne peux pas répondre, mais si on donne ce chiffre-là, je pense que c'est après des recherches. Alors, ce que j'aimerais quand même préciser, hein, c'est que vous êtes le neveu, et aussi il y a Sabine qui est la nièce, des frères donc Adler, hein, qui ont été quelque temps avant la rafle, qui ont été sortis hein, pour les raisons qui ont été exposées, qui ont fait un court séjour, mais qui sont passés par la maison d'Isieux et qui sont aussi font partie des miraculés. Exactement.
avec deux attitudes différentes, parce qu'il y a un de mes oncles qui vient ici, et mon père, qui était le plus petit, pour lequel je me dis, il aurait dû être là. Quoi. Mais il ne voulait pas. Ah, bah c'est impossible. Voilà. Comme le voyage à Auschwitz, voilà, Sabine l'a fait, je l'ai fait, à plusieurs reprises, j'ai emmené mes enfants aussi. Lui, c'est impossible. Alors on voit bien la différence dans une fratrie, par exemple. Merci beaucoup, monsieur. Bien, ben, nous nous arrêtons ici. On vous remercie. Ah, encore une question? Allez-y, alors je vous invite à venir au micro. Alors, je m'appelle Gérard Panzer et je suis Bonjour, du monsieur. Nébrit Rhône-Alpes. Simplement, je voulais vous remercier pour votre intervention. Simplement, juste pour dire que j'ai suivi, il se trouve que mon grand-père a été déporté par le convoi numéro 6, et donc ma mère et ses sœurs ont participé à ces réunions et à la construction, Oui, la mise en commun des Panzer témoins. est tout à fait Voilà, c'est ça. présent. Oui. Panzer, donc Schwarzkopf. Oui, oui, c'est oui. ça. Donc juste pour dire l'importance en effet de l'occasion de participer à cette association du convoi numéro 6, c'est la possibilité au sein de chaque famille de mettre en commun les souvenirs, les bribes de témoignages, les bribes de documents, les bribes d'archives, et également de pouvoir voilà, combler les vides, combler les trous. Par contre, au sein de l'association, je sais qu'il y a eu un peu des tiraillements, et puis vous pourriez nous dire aussi, c'est-à-dire que chacun, en effet, a eu son parcours personnel, et par exemple, je crois qu'il y a eu une publication de 2 ouvrages sur le convoi numéro 6. Donc vous allez nous dire un petit peu pourquoi il y a deux témoins, qu'est-ce qui a fait, et qu'est-ce que ça révèle un petit peu. Oui. Alors en fait, il y en a eu Merci, 3 par l'association. Et ça veut dire qu'en fait, il y a une courte période aussi dans l'association, et c'est pas anodin, où la présidence de l'association a été tenue par une psychanalyste, qui était impliquée, bien sûr, dans cette histoire, c'est pas par hasard, mais quelque part, ça a été un temps relativement court, je dirais que ça a été comme insupportable. Voilà, il y a un temps court où la présidence a changé, mais effectivement, ensuite, les choses étaient un petit peu très, très apaisées, très paisibles. Il y a quelque chose par rapport à la psychologie, la psychanalyse, qui entraîne des réticences, et il y a eu un épisode. Alors, d'autre part, je voudrais peut-être donner une information, c'est que avec le mémorial de la Shoah, et je dirais peut-être une vingtaine d'associations, il y a un petit peu un processus qui s'est mis en place de transmission, et ça s'appelle le Forum des générations. Et c'est vraiment essayer de transmettre. Et c'est vrai que je dirais cet événement venait peut-être en parallèle avec des événements très très importants aux USA, mais avec, je dirais, une spécificité en France. Et ça a eu il y avait 600 personnes qui sont venues la première fois. En ce moment, c'est en Zoom par rapport aux objets transmis, mais c'est quelque chose qui aussi travaille un peu sur la transmission. Et donc, bien sûr, il y a beaucoup d'enfants cachés, ex-enfants cachés, qui participent un petit peu de ce projet. Très bien, merci monsieur. Bien, nous allons nous arrêter ici. On vous remercie encore. Merci à vous aussi.